avec les réseaux sociaux, chacun a l'impression d'être détenteur d'une partie de la vérité sur la démocratie. Et chacun construit la démocratie à son image. Donc je m'appelle Christophe Assens, je suis professeur à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et je travaille depuis une trentaine d'années en recherche sur le domaine des réseaux et j'ai écrit cet ouvrage qui s'intitule « Réseaux, les nouvelles règles du jeu » lors de la période de confinement pendant le Covid-19 parce que je considérais qu'il ne fallait pas perdre de temps et consigner un petit peu tous ces travaux de recherche dans un ouvrage à vocation de vulgarisation, donc destiné au grand public, pour mieux comprendre un petit peu cette transformation du monde, c'est-à-dire on bascule d'un monde qui était plutôt verticalisé, institutionnalisé, vers un monde qui devient de plus en plus collaboratif, animé par les réseaux sociaux, et au sein duquel on a d'une certaine manière l'horizontalité qui prend le pas sur la verticalité. Et ce qui peut expliquer un certain nombre de phénomènes qu'on constate aujourd'hui dans la société. La crise de l'autorité, la remise en question des représentants institutionnels, par exemple au niveau de la démocratie. Et donc j'ai essayé de mettre à disposition du grand public toute mon expertise pour interpréter ces phénomènes et mieux comprendre un peu cette révolution silencieuse qui transcende les générations et qui dépasse le phénomène technologique avec l'évolution des outils. C'est, je crois, cette volonté de plus en plus affirmée des nouvelles générations et de la population sur la planète de revendiquer une existence à part entière, de revendiquer la possibilité de construire son identité un petit peu en marge des institutions classiques et de reconstruire l'environnement social par des réseaux, par des relations de proximité, par des relations de confiance. Et donc ça, effectivement, ça change la donne dans les points de repère qu'on peut avoir dans la société habituellement, que ce soit en politique, dans le domaine économique, dans les relations sociales, dans les relations de proximité. Alors, les réseaux, il y a une multitude de définitions possibles. Chacun a dans sa tête une image, une vision. Souvent, on peut avoir une image technique, donc les réseaux de transport collectif, les réseaux ferroviaires, les réseaux de distribution électrique. Donc moi, j'aborde la question de manière très universelle. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau? C'est une organisation un peu particulière qui va regrouper des participants qui vont avoir deux caractéristiques fortes. Ils sont autonomes et indépendants. Et donc là, on est dans le registre un peu du marché, pour aller vite, donc dans l'économie de marché, chacun pour soi. Donc dans le réseau, il y a un peu cette idée d'individualisme. Et en même temps, pour aller plus loin, on a besoin d'être dans le collaboratif, le collectif. Et donc dans un réseau, il y a forcément de la dépendance mutuelle, de l'interdépendance, c'est-à-dire qu'on a besoin de collaborer avec d'autres personnes ou d'autres entités pour mener des projets. Et donc dans un réseau, on a ce double phénomène, l'autonomie, l'individualisme, et le collectif, la solidarité, la dépendance mutuelle. On a, pour prendre des images très connues, on a une dose de marché, l'individualisme, chacun pour soi, et une dose d'État, la solidarité, le collectif, pour tous. Sauf que dans un réseau, c'est un mode d'organisation donc, qui est différent un peu de tout ce qu'on a connu sur le plan idéologique. Ça serait au carrefour un petit peu du communisme et du capitalisme, au carrefour de l'égocentrisme et de l'altruisme. Et donc on a deux contradictions qui sont gérées à l'intérieur d'une même organisation. Et c'est ce qui permet à notre époque, au XXIe siècle, d'affronter des situations complexes où on a besoin d'être agile et puis en même temps collectif. On a besoin d'innover et en même temps d'être très solidaire.
Et donc on voit dans la société qu'on a énormément de difficultés à trouver des réponses à ces questions complexes par une réponse étatique, où on place tout le monde sur le même pied d'égalité. On voit que c'est extrêmement difficile parce qu'on déresponsabilise les gens, ou sur le plan du marché, c'est-à-dire où on considère que la libéralisation et l'autonomie et l'individualisme de chacun va apporter des réponses. On s'aperçoit qu'à ce moment-là, on va perdre une partie du cadre collectif, de la gestion du bien commun, dont on a besoin pour faire face à des défis comme le développement durable, etc. Et donc la réponse aux défis de notre époque, cette réponse va être trouvée par l'émergence de réseaux, l'organisation en réseau, au niveau local, au niveau des territoires, au niveau des entreprises, dans la démocratie participative, dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire une société à échelle humaine où chacun choisit de construire un petit peu son environnement pour apporter des réponses à des défis qui sont complexes, qui nécessitent d'être local, global, agile et avoir une taille critique. Effectivement, est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui portent atteinte à la démocratie ? C'est une excellente question. On peut se dire que d'une certaine manière, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, chacun a l'impression d'être détenteur d'une partie de la vérité sur la démocratie. Et chacun construit la démocratie à son image. Et donc ça, c'est un phénomène un petit peu réducteur, parce qu'on se coupe effectivement des représentants traditionnels de la démocratie, des élus, en considérant que dans les réseaux sociaux, on va avoir des débats extrêmement nourris, extrêmement riches, et on va pouvoir donc avoir un consensus plus fort sur l'intérêt général. En fait, c'est souvent un faux ami. Pourquoi ? Parce que dans les réseaux sociaux, on organise souvent la transparence. La transparence pousse à l'autocensure ou à la radicalité. Et donc le risque, c'est d'avoir une vision tronquée de la démocratie, soit une démocratie où il n'y aura pas d'arbitrage, pas de consensus, chacun reste sur ses positions, entretenant la radicalité, soit une démocratie confisquée par des influenceurs pour des intérêts propres, ou soumis à des formes de manipulation. Donc attention, les réseaux sociaux peuvent être un complément, en tout cas vont être utiles, et c'est vrai que la démocratie doit se renouveler. On ne peut pas attendre la période des élections pour consulter les électeurs. On voit qu'il y a beaucoup plus de mobilisation, d'élections et de référendums en permanence sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas forcément de démission du citoyen aujourd'hui. On parle de l'abstention, effectivement, au moment des élections. Il y a une forte abstention. Mais en réalité, chacun, avec son téléphone mobile, sur les applications, passe son temps à voter, à prendre des décisions, à exprimer son opinion. Il faut que ce phénomène-là puisse être intégré dans les institutions démocratiques pour faire vivre la démocratie et pour rendre ces réseaux sociaux complémentaires. Ils ne sont pas substituables, ils sont complémentaires des institutions démocratiques. Effectivement, la place des réseaux dans les conflits armés et puis plus généralement en géopolitique, c'est un vrai sujet d'actualité. Effectivement, on le voit avec la guerre en Ukraine. En fait, ce qui illustre la guerre en Ukraine, très probablement, c'est une nouvelle forme d'affrontement, donc guerre militaire, guerre de l'information, guerre d'influence, qui s'appuie sur des réseaux de pays. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a une forme de guerre mondiale larvée avec des coalitions de pays qui soutiennent soit la Russie, soit l'Ukraine, pour emporter la bataille de l'opinion publique, pour emporter la bataille sur le terrain militaire, etc. Et donc dans cette logique d'affrontement de blocs de pays sous forme de réseau, qu'est-ce qu'on constate ? Que le grand gagnant probablement, c'est le pilote du réseau dominant, donc c'est les États-Unis par rapport à l'OTAN, comme parapluie de protection militaire.
Et on voit en contrepoint peut-être la fragilité de l'Europe, qui est également un réseau de pays. L'Union européenne, c'est un réseau de pays, mais sur le plan économique, donc qui marche sur une jambe en termes de grande puissance, puisqu'il n'y a pas le volet militaire et défense qui lui permettrait de marcher sur deux jambes, comme le font des pays qui ont une taille critique mondiale, que ce soit la Chine, les États-Unis ou la Russie. Donc ce qui illustre ce conflit, cette guerre en Ukraine, sur le plan géopolitique, c'est probablement la nécessité pour l'Europe de construire une forme d'indépendance à la fois économique, c'est déjà le cas, mais militaire, pour rester maître de son destin par rapport à ces luttes d'influence et ces conflits généralisés qui, me semble-t-il, ne sont pas près de s'éteindre. C'est-à-dire on est dans un monde qui, globalement, perd une partie de ses ressources naturelles chaque année en raison de la crise du développement durable. Et donc dans un monde qui se rétrécit, le risque de conflit ou le risque de tension est de plus en plus vif. Puisque chaque fois qu'il y a une guerre militaire, derrière il y a un intérêt économique pour atteindre des objectifs économiques. Je pense notamment par exemple à Taïwan qui est visé par la Chine pour accéder au contrôle sur l'industrie des semi-conducteurs qui est majeure dans la nouvelle économie et dans les nouvelles technologies. Donc voilà. Après, sur le plan opérationnel, ce qu'on peut aussi observer dans la guerre en Ukraine, c'est pourquoi l'armée ukrainienne est très résiliente, c'est parce qu'ils fonctionnent en réseau. Des petites cellules en brigade de 20 personnes sur le théâtre d'affrontement, qui utilisent aussi des applications pour se coordonner avec des batteries pour résister d'une certaine manière à la force de l'armée russe. Donc sur le versant ukrainien, les circuits d'information et sur le plan opérationnel, la capacité de l'agilité, la capacité de se déplacer, de se coordonner, se fait grâce à des petits groupes mobiles et qui fonctionnent en réseau, qui se connaissent très bien, qui se font confiance. Du côté russe, on a aussi cette volonté de transmettre l'expérience, de transférer l'expérience entre les vétérans et les nouvelles recrues en masse qui arrivent. Et donc il y a aussi une forme de parrainage ou de tutorat militaire qui explique peut-être aussi une partie du revirement de la situation sur le terrain militaire aujourd'hui et la Russie qui reprend un petit peu d'allant dans le conflit. Mais à chaque fois, on voit que les anciens schémas peut-être militaires d'armées totalement en monolithe, avec une chaîne de commande-contrôle verticale qui passe par une stratification, on voit que c'est relativement dépassé. Qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il faut fonctionner en réseau, utiliser effectivement toute une série de nouveaux outils, les drones, pour le renseignement ou pour l'affrontement, mais en maillant le terrain et en utilisant les caractéristiques du réseau, c'est-à-dire cette capacité de maillage, de plasticité, d'adaptation, que ne permet pas forcément une armée qui serait un monolithe et qui fonctionnerait avec un commandement centralisé et sans délégation de responsabilité sur le terrain opérationnel. Voilà. Donc oui, ça c'est quelque chose qui va se développer d'une part avec l'évolution des technologies, mais également avec l'évolution de la formation aussi des militaires et aussi avec peut-être à l'image aussi des commandos qui fonctionnent déjà de manière très agile, et donc peut-être que ça sera aussi une source d'inspiration pour les armées de demain. Qu'est-ce qui change avec la mondialisation ? On a perdu un petit peu l'affrontement gauche-droite. Est-ce qu'on est pour ou contre l'économie de marché ? Bon, aujourd'hui, ça fait consensus, l'économie de marché est là, et donc on s'affronte sur un autre sujet, pour ou contre la mondialisation. Est-ce que la mondialisation, l'économie de marché mondialisée, n'est pas en train de détruire l'identité nationale ? Et on voit, ça traverse
tous les pays du monde, on voit cette ligne de fracture entre la volonté de rester souverain à l'intérieur de ses frontières nationales et la nécessité aussi de nouer des collaborations pour avoir une taille critique à l'échelle mondiale, comme je le disais, sur le plan militaire ou sur le plan économique. Et donc, il faut trouver un juste milieu, un juste équilibre, pour pas perdre son identité, mais dans un fonctionnement en réseau, en principe, on perd pas son identité, on a une forte individualité, et en même temps, on construit un collectif qui est fort. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est dans une phase de transition, et donc on garde un petit peu les schémas anciens, des pays qui veulent dominer d'autres pays, et qui utilisent finalement les réseaux interétatiques comme arme d'influence ou de propagande ou de domination, alors que normalement le réseau devrait fonctionner sur une base gagnant-gagnant. Et donc on a encore les anciens réflexes, je dirais, des périodes impérialistes, transposés dans des organisations qui doivent au contraire nous permettre d'affronter les défis de l'humanité de demain. Donc dans cette période de transition, on n'utilise pas toujours les réseaux comme il le faudrait, et on n'a pas non plus, je pense pour beaucoup de dirigeants, la capacité aussi de comprendre comment on gère correctement un réseau pour tirer parti du meilleur bénéfice des spécificités individuelles et de la capacité d'action collective. On le voit probablement avec l'Union européenne, qui est décriée, parce que parfois il y a trop de réglementation, parce qu'on prive la souveraineté nationale des États. En même temps, on voit que sortir de l'Union européenne, comme l'a fait l'Angleterre, pour retrouver sa souveraineté totale, c'est pas forcément non plus une solution, puisqu'elle se retrouve en grande difficulté économique aujourd'hui. Je crois qu'on est aujourd'hui dans une société où on va utiliser énormément la réglementation pour résoudre tous les problèmes auxquels on est confronté. Donc, problème d'injustice, problème de vie en collectivité, et donc on rajoute une couche de réglementation. Ce que j'explique dans le livre, c'est qu'à mon sens, on se trompe de débat et de solution. Le problème, c'est pas de rajouter de la réglementation pour dire que les gens vont vivre de manière harmonieuse, c'est au contraire de considérer qu'il y a une forme de trésor dans les relations humaines qui s'appelle la confiance. Et donc, à partir du moment où on construit la société en organisant la confiance et en acceptant que la confiance remplace un certain nombre de règles, eh bien, on va pouvoir avoir une société beaucoup plus harmonieuse, moins radicalisée, moins violente. Donc c'est un peu la thématique un peu de ce livre, c'est une note d'espoir, et considérer qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, d'ailleurs, qui sont portées un peu par la volonté de construire leur propre existence, d'être entrepreneurs de leur existence avec les outils, avec la collaboration, vont peut-être construire cette nouvelle société qui sera moins soumise à une forme d'arbitraire réglementaire et beaucoup plus construire sur les relations humaines, les relations de proximité, les relations de confiance. C'est ça qui va permettre d'affronter tous les défis, tous les problèmes de demain, à mon sens, plus que la technologie, plus que la réglementation.